Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici les titres du journal. Affaire Binta Camara, le présumé meurtrier Alioune Badara Fall est retourné sur les lieux du crime. Une reconstitution en présence du juge d'instruction. Binta Camara a été tué en mai dernier dans sa maison familiale. Des travailleurs sans protection sociale, les agents de sécurité privée, communément appelés vigiles, se sentent vulnérables. Une nouvelle convention collective a pourtant été adoptée il n'y a pas longtemps. Idrissa Gana Gueye porte dans son cœur les enfants affectés par le VIH. Le tout nouveau joueur du Paris Saint-Germain s'engage à les soutenir. Visite de l'international sénégalais à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann. Et puis le portrait du jour, Boubacar Diallo, vendeur de charbon de bois. Il va quotidiennement au charbon pour s'en sortir et nourrir sa famille. Bienvenue. D'abord, les dernières nouvelles sur l'affaire Adama Gaye, l'opposant politique et ancien journaliste qui se présente donc comme opposant au régime, est placé sous mandat de dépôt. Il va passer sa première nuit de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Après audition ce mercredi, le doyen des juges d'instruction a retenu contre lui les chefs d'inculpation de publication d'écrits contraires aux bonnes mœurs et offenses au chef de l'État. Adama Gaye a été arrêté lundi dernier suite à un post sur son mur Facebook où il tient des propos virulents à l'encontre du président de la République, Macky Sall. Autre actualité, cette fois-ci dans l'affaire Binta Camara, la jeune fille a été tuée le 18 mai dernier chez elle. Retour sur les lieux du crime, la reconstitution a eu lieu ce mercredi à Tambacounda en présence du juge d'instruction et du présumé meurtrier. Arrêté et placé en garde à vue, Alioune Badara Fall a, comme le veut la procédure, expliqué aux juges et aux enquêteurs comment il a procédé pour mettre fin à la vie de Binta Camara. Chersal revient sur le film du drame. C'était le samedi 18 mars dernier, vers 22h, le corps sans vie de Binta Camara, 23 ans, retrouvé dans son domicile au quartier Saïgulem, dans la commune de Tambacounda. Le déplacement des éléments du commissaire Baldé vers le lieu lui ont permis de constater les faits. Il est ressorti des premières observations que la victime aurait été étranglée par un foulard trouvé serré autour de son cou. Les investigations menées sur la scène des crimes et autour de l'environnement immédiat ont amené le commissaire Baldé à conduire le gardien de la maison, Malik Fall, au siège du commissariat où il a été garde à vue. Une fois sur les lieux, à leur tour, les éléments de la police technique et scientifique de Kolda ont effectué des prélèvements sur la scène des crimes et relevé tout indice susceptible de concourir à la manifestation de la vérité. Poursuivant l'enquête, l'exploitation des résultats des réquisitions faites ont conduit les limiers chez le nommé Pape Alioune Fall, né en 1986 à Tambacounda, menuisier domicilié au quartier Salé-Guilhem, un proche de la famille. Les égratignures trouvées sur sa poitrine et sur ses parties intimes, ainsi que la découverte d'un caleçon tacheté de sang qui, selon les analystes de la police technique et scientifique, s'est révélé être celui de la victime, ont amené le CFAL à avouer son acte. Il reconnaît également avoir agi seul. La perquisition effectuée dans la demeure du mis en cause, qui ne vit pas seul, a permis de découvrir le téléphone portable de la victime, soigneusement dissimulé à l'intérieur du matelas qu'il a trouvé par la circonstance. Il a déclaré avoir attendu la sortie du gardien avant de s'introduire dans la demeure et ajouté avoir escaladé après son acte le mur de la clôture à l'aide d'une aisselle trouvée sur scène. Arrêté et placé en garde à vue, Alioune Badara Fall, le présumé meurtrier, est conduit sur les lieux, la maison familiale, pour expliquer aux juges et aux enquêteurs comment il a procédé pour mettre fin à la vie de Binta Camara.
La vie n'est pas rose pour certains agents de sécurité privée. L'insécurité sociale rythme leur quotidien. Du moins, ils ne se sentent pas assez protégés, eux dont le métier est d'assurer la protection des personnes et des biens. Veilleurs de nuit et de jour, mais sans protection sociale, une omission dans leur nouvelle convention collective. C'est ce que nous allons voir. Dossier Amagornian, Cherougaï. À l'entrée ou à l'intérieur des institutions financières, dans les entreprises, devant les domiciles, ils sont présents partout. Les agents de sécurité veillent sur les personnes et leurs biens. Des nuits blanches, des heures de travail interminables. À cela s'ajoutent des conditions de travail précaires. Le secteur a longtemps appliqué une convention qui n'était pas appropriée. Et c'est une convention fourre-tout en réalité. Et c'est la convention collective du commerce. Maintenant, dès lors que le secteur a pu négocier et signer une convention collective, notamment la convention collective de sécurité privée, l'application de cette convention pourrait améliorer les conditions de travail du personnel de ce secteur. Une nouvelle convention qui ne change pas les conditions de travail tant souhaitées par les acteurs. Aujourd'hui, de façon concrète, et c'est vérifiable, la soi-disant nouvelle convention qui a été signée en janvier dernier ressemble mot pour mot, à la virgule près, à la convention collective du commerce dont nous étions censés sortir. Les seuls changements qui ont eu lieu, si on peut appeler ça des changements, c'est juste des augmentations de 3 000 francs CFA. L'application effective de la loi, un impératif pour sortir les agents de sécurité privée de la précarité. La loi, à mon sens, n'est pas suffisamment appliquée, où il y a certaines sociétés de la place, certaines sociétés de sécurité privée, qui n'appliquent pas de manière générale la loi, notamment la convention collective de sécurité privée qui vient d'être signée par les partenaires sociaux. Donc en réalité, c'est l'absence ou le déficit d'application de la législation du travail qui plombe en réalité le secteur. La sécurité sociale, un point essentiel pour ne pas dire vital, a été omise dans cette nouvelle convention. Personne ne peut comprendre que dans la nouvelle convention collective, qu'il n'y ait même pas obligation de payer une prime de risque, quand on sait que le métier de sécurité par essence est un métier à risque. Donc c'est des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas non plus qu'il ne soit pas fait obligation de prendre en charge le problème des assurances des agents, parce qu'ils sont tout le temps confrontés à des situations qui peuvent être dramatiques. Les agents de la sécurité privée ont la mission de veiller sur les personnes et leurs biens, alors que leurs conditions de travail se passent sur fond d'insécurité à la fois sociale et professionnelle. La précarité devient alors la première menace à surveiller. Restons sur le thème sécuritaire. Les marrons du feu, ceux qui assuraient la sécurité du président Macky Sall, alors candidat à la dernière élection présidentielle. Les gros bras de l'APR ont tenté de marcher ce matin avant d'être stoppés net par la gendarmerie aux abords de la résidence privée du chef de l'État à Mermoz. Il s'estime oublié par rapport à la promesse d'emploi et demande une audience avec le président de la République. Écoutons Bassirou Dia, un membre des Marrons du Feu. Il est temps de faire démarche. Nous discutons depuis des mois. Maintenant, on a jugé nécessaire d'entamer des démarches. Nous avons écrit au président et à ses proches pour que le chef de l'État puisse nous recevoir. Nous voulons du travail, c'est la volonté de tout Sénégalais. C'est pour cela que nous avons été ce matin chez le président. Nous ne nous sommes pas rendus là-bas pour s'aimer le trouble, parce que nous connaissons nos droits. Nous voulons juste que le président nous reçoive, nous entende et nous reçoive. Cinéma Mati Diop élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du Lion, la lauréate du Grand Prix du jury du Festival de Cannes a reçu sa décoration des mains du président de la République. D'autres cinéastes ont reçu également la même distinction à cette occasion. Au total, ils sont près d'une dizaine, cinéastes, acteurs, producteurs et journalistes à être élevés par le chef de l'État au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Le président Sall souhaite l'institution d'un prix Cheikh Anta Diop de 20 millions CFA
au FESPACO de Ouagadougou. Une grosse ambition de l'Alliance pour le développement de l'école publique et des travailleurs, revaloriser justement l'école publique avec un syndicalisme utile. L'ADPT décrit un tableau caractérisé par un nombre pléthorique de syndicats et rejette sur l'État la responsabilité des mauvais résultats scolaires, une manière de couper la craie en deux. Cheikh Hassan Afal, Augustin Mandan. La multiplicité des syndicats dans le secteur éducatif n'aide pas l'école publique et ça, les acteurs en sont conscients. Les élections de représentativité n'ont pas également eu les effets escomptés. Depuis quelques années, depuis 2 ans précisément, on s'est senti snobé. On s'est senti snobé par le ministère de l'Éducation nationale, tout simplement parce que, au sortir des élections de représentativité, nous n'avions pas 10% et que sur cette base-là, on a été définitivement écarté de toutes les formes de négociation. On n'a même pas droit à l'information, je dirais. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'éparpillement de nos forces. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas sérieux d'avoir plus de 40 syndicats dans le secteur de l'éducation nationale. Et je crois que nous en sommes parfaitement conscients. Le secrétaire général de l'Alliance pour la défense de l'école publique et des travailleurs réfute l'idée selon laquelle les mouvements syndicaux sont à l'origine des faibles performances des élèves. Je ne dirais pas que les mouvements syndicaux tuent l'école publique. Je crois que l'école a des difficultés, certes, que nous devons reconnaître. Ces difficultés-là ne datent pas de l'année dernière ou bien de 5 ans. C'est des difficultés qui datent de plusieurs années. Je crois qu'on a faussé le jeu dès le départ avec la politique, je lis dans mon discours, d'enseignants à moindre coût. On a recruté à tour de bras des enseignants qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas correctement rémunérés. On les a injectés dans le système et naturellement, au bout de 10 ans, on commence à sentir les résultats. L'ADEPT, affilié à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, promeut un nouveau modèle de syndicalisme, un syndicalisme qui sert à l'école publique sénégalaise. Idrissa Gana Gueye ne rejoindra son nouveau club, le PSG, que dans une dizaine de jours, mais il ne chôme pas. Le temps des vacances, le coéquipier de Mbappé et Neymar a abandonné le ballon pour offrir son cœur aux enfants vivant avec le VIH-Sida. Le vice-champion d'Afrique a visité ce matin l'hôpital Albert Royer de Fann, auquel il a promis tout son soutien. Matar Nguer était de la visite. Reportage. L'international sénégalais Idrissa Gana Gueye, cette fois, loin de l'ambiance des stades. Malgré un agenda surbooké, une semaine après votre retour triomphal de la CAN, signature de contrat au Paris Saint-Germain, visite médicale au club parisien, vous voilà de retour parmi les siens et pour donner de votre précieux temps à la cause de l'enfant, sa santé. Ces enfants malades pour lesquels vous avez participé à faire oublier leur état par le bonheur que vous avez procuré au peuple tout entier avec ce parcours plus qu'honorable en Égypte, merci encore. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain décide d'être un ambassadeur de la lutte contre le VIH-Sida. Il annonce qu'il fera de son mieux pour aider les enfants vivant avec le VIH. Pour ma part, je peux vous assurer de mon soutien indéfectible et ma volonté de vous accompagner à mieux dans mes possibilités. En tant que jeune Sénégalais, il est de mon devoir d'aider à la contribution de l'avenir de notre pays. J'en suis conscient. Le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida annonce que le joueur a donné une enveloppe pour soutenir ses enfants. Le Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Fann est une structure qui a 38 ans d'existence. L'hôpital appelle à suivre l'exemple de Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye a donc un grand cœur. Sur le terrain de foot, Sadio Mané voit encore son nom figurer dans l'élite mondiale. L'attaquant de Liverpool et des Lions fait partie des 10 joueurs candidats au trophée The Best de la FIFA, récompensant le meilleur joueur de l'année. Une bonne entrée pour l'enfant de Bambali en attendant le Ballon d'Or africain pour lequel il est en compétition. Sadio Mané fait partie des 10 joueurs nominés par la FIFA pour le trophée The Best. Comme son nom l'indique, le trophée récompense le meilleur joueur de l'année. Aussi bien en club qu'en équipe nationale, Mané s'est distingué durant cette saison 2019. Vainqueur de la Ligue des Champions,
Co-buteur du championnat anglais avec 22 buts aux côtés de Mo Salah et Aubameyang, vice-champion de la Premier League et de la Coupe d'Afrique des Nations, l'enfant de Bambali a fait cette année une saison presque parfaite. Tant sur le plan individuel que collectif, ses performances ne passent pas inaperçues. Lors de la saison 2018-2019, Mané a réalisé 26 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues avec les Reds. En équipe nationale, le numéro 10 des Lions a été auteur de 4 buts et une passe décisive en 11 matchs dans la même période. Aujourd'hui, la FIFA vient récompenser toutes ces performances de l'attaquant sénégalais en le classant dans le cercle restreint des prétendants au trophée The Best. Le trophée sera décerné le lundi 23 septembre prochain. Mais ce ne sera pas le terminus pour Mané. Le ballon d'or africain est encore devant lui. Mais avec ces distinctions, il prend une option sérieuse et se taille une bonne place. Et puis, regardez bien cette image avec la complicité de notre réalisateur, un revisionnage du but algérien face au Sénégal lors de la CAN, un revisionnage qui suscite beaucoup de curiosité et qui est largement partagé, pour ne pas dire qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors, le ballon touche un objet extérieur en haut. Pas question, bien entendu, de remettre en cause la victoire algérienne qui est sacrée championne d'Afrique, mais c'est un détail qui a échappé presque à tout le monde, aux téléspectateurs, mais aussi au public qui était au stade ce jour-là. Regardez bien l'impact et puis la balle qui retombe dans le camp sénégalais. ITV vous propose un débat demain pour d'abord revenir sur l'authenticité de cette vidéo, parce qu'avec la technique maintenant on peut s'amuser avec beaucoup d'images. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'en dit le règlement, parce que l'arbitre lui-même est aujourd'hui considéré comme étant un élément extérieur, et dès que la balle, selon le nouveau règlement, touche l'arbitre, vous l'avez remarqué pendant cette CAN et dans d'autres compétitions, l'arbitre est obligé d'arrêter le jeu pour faire un entre-deux. Voilà, la balle en haut qui touche donc un objet, peut-être un fil suspendu sur le terrain, et puis le ballon qui rentre. Voilà. Une vidéo devenue virale, en tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir sans encore une fois remettre pour l'instant, en tout cas, la victoire algérienne. Elle nous mène au Soudan avec le procès de l'ex-président Omar el-Béchir qui s'ouvre le 17 août prochain. En Algérie, le ministre de la Justice, Limane Brahmi, a été démis de ses fonctions, tandis qu'en Afghanistan, 35 personnes ont péri dans un attentat. Round-up signé Youssouf Konté. Démarrons l'actualité internationale au Soudan où le procès de l'ex-président Omar el-Béchir est attendu le 17 août prochain. Il sera comparé pour possession illégale de devises étrangères, donc des richesses acquises de façon suspecte et illégale si l'on se fie au parquet. Selon ses avocats, aujourd'hui c'était la première audience de son procès, mais pour des raisons de sécurité, les autorités n'ont pas pu l'amener à la barre. Fin avril dernier, le chef du conseil militaire de transition au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que plus de 113 millions de dollars avaient été saisis en liquide dans la résidence d'Omar el-Béchir à Khartoum. Pour rappel, Omar el-Béchir a été destitué puis arrêté par l'armée le 11 avril dernier à Khartoum suite à de nombreuses manifestations d'un mouvement de contestation sans précédent. Toujours au Soudan, les autorités ont annoncé la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires à partir de ce mercredi et ce jusqu'à nouvel ordre. Les pourparlers également sont au point mort. Cette annonce fait suite à la mort de 6 manifestants, parmi lesquels 5 lycéens tués lundi dernier lors d'une manifestation dans le centre du pays. En Algérie, Abdelkader Ben Salah, président par intérim, limoge Slimane Brahmi, le ministre de la Justice, et le remplace par l'actuel procureur d'Alger, Belkacem Zekmati. Cela après consultation avec le premier ministre Noureddine Bedoui. Pour l'instant, les motifs de ce limogeage sont encore inconnus, mais le président estime l'avoir fait conformément à la Constitution. Et pourtant, selon l'article 104 de la loi fondamentale, le gouvernement en fonction lors de la démission d'un président ne peut être remanié jusqu'à l'élection d'un nouveau chef d'État. Pour l'instant, cette situation agite la scène politique algérienne.
Afghanistan, pour terminer, au moins 35 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont été tuées dans une explosion qui a retenti ce mercredi matin dans l'ouest du pays. Un attentat attribué aux talibans et dont le bilan pourrait encore s'alourdir, selon les autorités afghanes. Suite de notre série de reportages sur l'usage de certains produits industriels à des fins esthétiques. Aujourd'hui, la teinture. Les femmes qui s'y adonnent ne font pas seulement face à la pénibilité de l'activité, l'éloignement de leur lieu de travail les obligeant à se réveiller aux aurores, mais aussi elles doivent faire attention aux risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Arrivent-elles à s'en prémunir? Gagnent-elles vraiment leur vie avec le métier de teinture? Le reportage d'Oumar Khan avec Mafalfal. Elles sont des dizaines de femmes ici. C'est sous un soleil de plomb qu'elles teignent les habits. La chaleur du soleil, combinée à la fumée de bois et aux produits chimiques qui se dégagent des mélanges. Elles sont conscientes des dangers. La fumée, les produits chimiques, nous travaillons vraiment à risque. Ce n'est pas bon pour notre corps. C'est pour cela que nous nous protégeons. Je porte une casquette pour éviter le soleil. Je porte aussi des habits à manches longues et je mets à l'intérieur des sachets plastiques. J'attache, je porte aussi des bas. Des produits chimiques qui peuvent ne pas épargner le client. C'est pour cela que ces teinturières rincent les habits 5 à 10 fois. Les bassines là, c'est pour rincer les habits proprement parce que tu ne peux pas prendre une seule bassine, tu ne peux pas prendre 2 bassines. Et à peu près, il y a des gens qui ont 5 bassines, 10 bassines, 15 bassines. C'est pour rincer les habits proprement parce qu'il y a les produits chimiques. Ouais, si tu ne rinces pas ça, si tu portes les habits, ça va te faire gratter ton corps. La teinture, un métier qui marche au ralenti. La concurrence des tchoupes venant du Mali et le manque de moyens sont passés par là. Non, ça ne marche pas. Ces temps-ci, ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas assez de clients. Tous les gens partent au Mali pour chercher les habits de tchoupes. Auparavant, quand la tabaski s'approchait, le métier marchait bien, mais ce n'est plus le cas. Les tchoupes qui viennent du Mali, ils sont pour quelque chose. Mais regardez ces tchoupes. Si on vous dit que ça vient d'ici, vous n'y croirez pas. Tous les jesner que vous voyez dans le marché, les 90% viennent d'ici. Tout ce qui nous manque, ce sont les moyens. Après la teinture faite par les femmes, ce sont les hommes qui prennent le relais pour le repassage. Une technique assez particulière et assez musclée. Maintenant, place au portrait. Jeune vendeur de charbon de bois. Il est au charbon ce que son célèbre homonyme est à l'animation, présentation. Son nom, si vous n'y êtes pas encore, Boubacar Diallo. Sa Guinée natale, sa famille et le charbon de bois, c'est toute sa vie. Ndeye Mariam Gueye tient le pinceau avec Selman Diallo. Il est né en 1977 à Koungheul et est originaire de la Guinée. Boubacar Diallo s'active dans la vente de charbon de bois. Une reconversion faite après la faillite de son commerce. Il tenait une boutique au marché de Koungheul. Un nouveau business qui marche timidement. Parfois ça marche bien et parfois c'est un peu difficile pour nous revendeurs. On reçoit des fois des sacs de charbon qui contiennent beaucoup de sable. Et c'est pas bon pour les affaires. L'utilisation de gaz plébiscité par les ménages freine un peu leur activité de la vie de Boubacar. Actuellement, les femmes utilisent beaucoup du gaz et des fourneaux électriques et ça fait un manque à gagner vraiment. Père de 2 enfants, tous les jours, Boubacar va au charbon pour assurer la dépense quotidienne. Tâche qui n'est pas de tout repos. Je suis marié et père de 2 enfants. Et en tant que père de famille, il faut que je travaille pour les nourrir.
Comme tout bon travailleur, Boubacar se met dans la peau de son personnage, mais se dit tout beau et gentleman dès qu'il sort de son milieu. Après le travail, il serait vraiment difficile à reconnaître. Tu sais, je suis pas vilain. Et je le confirme, plus beau en tout cas que son homonyme Boubacar Diallo. Boups, c'est pour toi. Hier, pour évacuer un peu la chaleur du charbon de bois, ce sera pour tout à l'heure, juste après moi, avec Sophia. 23h, Djoukip Ribari, Soda Diakoumpa. Demain, retrouvez Khalifa Diakhaté, qui revient en force. Merci, bonsoir.